moi je suis Antoine Djibrinou, je suis directeur général adjoint en charge du pôle système d'information au sein du GIE, donc de GS2E, qui est un groupement de services qui gère les services de l'eau et de l'électricité. Voilà. Alors, l'état des lieux de la digitalisation au sein du GIE, j'ai envie de dire que c'est un très grand, c'est un vaste chantier. On était à un moment donné arrivé à consolider un certain nombre d'acquis, et puis avec l'avènement de certains chantiers majeurs, dont on parlera certainement tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'état du système d'information sur un certain nombre de thématiques est arrivé à pleine maturité, et sur d'autres thématiques, on est vraiment dans un très beau chantier qui, j'espère, sera accéléré et terminé dans les prochaines années, voilà, dans les 2-3 prochaines années. Alors, l'utilisation des objets connectés d'une part et de l'intelligence artificielle d'autre part ont fonctionné pendant de nombreuses années dans des silos différents. L'IoT a complètement modifié la manière avec laquelle les entreprises produisent, contrôlent et améliorent leurs performances. L'intelligence artificielle, quant à elle, a connu un essor extrêmement remarquable sur les 3 dernières années avec la montée en puissance de technologies qui imitent de mieux en mieux les interactions humaines. Et le mélange de ces deux formes de technologie, qui finalement n'en font qu'une aujourd'hui dans notre environnement, a pour moi décuplé le champ des possibles. Et au milieu de tout cela, on a l'homme qui devient de plus en plus un homme augmenté. On va y arriver. Donc, dans notre entreprise au sein du GIE, nous avons un métier qui est principalement industriel, puisque aujourd'hui on accompagne des entreprises majeures dans le secteur de la distribution de l'eau, de l'électricité, mais aussi de la production. Dans ces entreprises industrielles, l'utilisation de capteurs ou d'objets connectés permet tout de suite de pouvoir récupérer de l'information très rapidement, analyser cette information et ensuite prendre des décisions. De manière très basique, qu'est-ce que cela implique? Quand je dois, par exemple, produire de l'électricité et que j'ai des turbines qui doivent fonctionner, ces turbines, à un moment donné, peuvent arriver, par exemple, qu'elles chauffent, qu'elles atteignent, par exemple, une certaine température. Quand je dois, dans un processus de production aussi, par exemple, surveiller, par exemple, différents composants, plutôt que d'avoir un homme qui va passer toutes les 30 minutes et prendre des métriques, si j'ai un capteur qui est positionné, qui prend des métriques, il pourra non seulement relever ces métriques, mais au-delà de ces métriques, aller encore plus loin si je dispose d'autres capteurs. Plutôt que par exemple de regarder la force du bruit ou la fréquence de rotation, il pourra également me donner la température qu'il y a sur le capteur en temps réel. Et plutôt que de collecter cette information de manière à pas horaire, je vais pouvoir la récupérer toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes et pouvoir prévoir que cette machine va avoir un dysfonctionnement dans X temps si je n'interviens pas tout de suite. Quand je coupe du coup toutes ces données que je collecte, alors peut-être prenons l'exemple encore plus terre à terre. Revenons au monde de la santé. Il y a certains patients par exemple qui souffrent de diabète. Vous savez que souvent le diabète, il faut surveiller son taux de sucre. Si tout de suite je vous mets dans votre bras un capteur qui vous donne chaque 30 secondes ou chaque minute votre taux de sucre, dès que vous mangez du chocolat, dès que vous mangez quelque chose, automatiquement j'ai une alerte qui arrive sur mon téléphone. Je sais que je dois tout de suite arrêter parce que si je continue, ça va venir altérer ma santé. Donc c'est la même chose dans le monde industriel. Si je veux optimiser ma manière de produire, de contrôler, d'améliorer ma performance, ces technologies-là me permettent clairement de pouvoir capter une information et de pouvoir la traiter. Et c'est dans le traitement que l'intelligence artificielle prend toute sa place. Et franchement, nous permet de faire des gains de temps qui sont extrêmement performants. Donc je vais coupler l'IA à l'IoT
Et à la fin de la journée, je me retrouve avec une décision à prendre et même, allons plus loin, des suggestions de décisions à prendre. Donc, ça revêt un avantage capital pour toute entreprise qui veut améliorer sa performance. Alors, l'eau, l'électricité, nous, je ne veux pas dire qu'on est dans une délégation de services, mais elles sont assurées quand même par les membres, hein, par CIE et par SODECI, qui sont clairement établis et définis. On est un support. Alors, effectivement, sur la dimension de cybersécurité, ou même de sécurité aussi, hein, physique au sens large, nous, on va surtout intervenir sur la partie cybersécurité et toute la composante informatique, hein, autour de la continuité de service de ces entreprises qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des services essentiels. D'abord, il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire aussi est engagé dans cette démarche-là à nos côtés, avec plusieurs initiatives qui ont déjà été mises et prises, hein, sur ce domaine-là. Et également, à notre niveau, on va venir, on va dire, apporter une vigilance accrue sur à la fois la sécurité des données, l'accès au système d'information, la protection aussi, on va dire, de notre espace. Vous savez, pour moi, le risque zéro n'existe pas. Donc, en matière de cybersécurité, on est vraiment dans un processus, dans une boucle d'amélioration continue. On sait qu'on gère des infrastructures qui sont critiques, on gère des données qui sont critiques. Donc, on essaie de se faire auditer de manière régulière. Mais comme je le dis, le risque zéro n'existe pas. Et en termes de cybersécurité, il faut faire vraiment preuve de grande humilité. Tout en travaillant à améliorer de manière constante, tout en faisant intervenir des professionnels dans différents domaines, des cabinets internationaux pour regarder et nous accompagner sur ces aspects-là. Localement aussi, on développe un tissu, donc on intègre aussi des collaborateurs qui ont fait ces études-là localement et qui sont intégrés, mais tout l'aspect certification, tout l'aspect au fait qualité autour de la cybersécurité est encadré aujourd'hui dans un processus qui pour moi s'inscrit dans une boucle d'amélioration continue. Alors clairement aujourd'hui le facteur humain, oui, est le plus gros risque. J'ai envie de dire que vous pouvez avoir la voiture la plus belle du monde, la voiture la plus sophistiquée, qui peut être bourrée de plein de capteurs, mais si le conducteur est ivre et qu'il commence à rouler à 250 km/h, forcément la voiture ira dans le décor. Je prends cet exemple-là pour le ramener à la cybersécurité. Là, on a pris l'exemple d'une personne qui, en griffe, n'était pas très consciente. Prenons du coup l'exemple, par exemple, d'une personne qui, consciemment, détruit. C'est un cas qui peut arriver. Ou une personne qui ne sait pas, mais est utilisée, par exemple, pour détruire. Donc, l'homme, dans la cybersécurité, est le plus gros risque. Vous savez qu'aujourd'hui, les cyberattaquants utilisent aussi l'IA aussi, hein, pour pouvoir attaquer et puis s'intégrer plus rapidement et améliorer leur méthode d'attaque. Nous aussi, on va dire que nos hommes sont formés, nos hommes sont sensibilisés. Et puis bien sûr, la confiance, voilà, n'excluant pas le contrôle, naturellement, on devra mettre en place des mécanismes toujours plus forts pour nous assurer aussi que le facteur humain, bien qu'étant significatif, restera ou bien deviendra de plus en plus limité. Moi, je parle de plus en plus d'hommes augmentés. C'est la cible. Je pense qu'on est tous engagés vers ce pas. De toute façon, qui aura vraiment le choix? Donc, dans la gestion de la cybersécurité, de manière très large, et dans tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui comme projet de transformation majeure, naturellement, la cybersécurité s'invite au même titre que la transformation. 50-50. Alors, les défis majeurs pour moi aujourd'hui dans les chantiers qu'on gère sont vraiment non seulement de pouvoir améliorer le taux d'adoption et d'utilisation. Vous parliez tout à l'heure du facteur humain. Là, je vous renvoie tout de suite à la conduite du changement. Implémenter cette nouvelle technologie-là ne se fait pas sans bousculer des lignes. On avait une manière traditionnelle de fonctionner. On va apporter de nouvelles méthodes qui sont beaucoup plus abouties, mais encore faut-il que ces méthodes soient adoptées. Et de manière
très, très, très simple. On regarde que dans l'histoire de l'humanité, il y a des hommes qui avaient déjà inventé des voitures qui allaient sur l'eau. Aujourd'hui, où sont-elles? Elles n'ont pas été adoptées. Pourquoi? Parce que bon, on utilise peu la voiture et l'eau pour se déplacer. D'accord? Donc le besoin était existant, mais ce besoin-là ne concernait pas une grande partie de la population. Par contre, quand je reviens dans l'entreprise, on a des besoins essentiels aujourd'hui qui ont été peaufinés, qui ont été améliorés, et on a conçu des solutions qui sont venues répondre à des problèmes et des réponses qui normalement améliorent la productivité. L'amélioration de la productivité peut ne pas être partagée par tous. Tout le monde vient dans l'entreprise pour améliorer les performances d'entreprise. Mais tout le monde n'est pas apte à se laisser conduire par la transformation. Donc, il faut du coup exposer toutes les parties prenantes à la compréhension des enjeux, au partage justement des gains que cela peut générer, et puis aussi à une véritable stratégie d'intéressement. Aussi pour que les collaborateurs non seulement jouent le jeu, d'accord, et l'intéressement n'est pas que financier, il n'est pas que pécunier, l'intéressement est aussi le développement de capacités intellectuelles. Si en utilisant ces nouveaux outils, j'améliore mon savoir, j'améliore ma prise de décision et je comprends que j'ai un intérêt, et bien naturellement, je vais aussi jouer le jeu. Voilà, solution. Mon message de fin serait que tout simplement, aujourd'hui, on est souvent en face de choix dans la vie. C'est-à-dire quand on emprunte un chemin, soit on peut s'arrêter sur le chemin, soit on peut avancer. Et puis choisir la bonne voie sur tout ça. Mon message de fin serait de dire que les entreprises industrielles africaines, même pas que ivoiriennes, devraient pour moi saisir l'opportunité d'accélérer l'automatisation dans leur processus. Et l'utilisation à la fois de l'intelligence artificielle et des IoT revêt pour moi une opportunité extrêmement riche et surtout porteuse d'espoir. Aujourd'hui, le monde évolue et va très vite. La création ou la capacité à pouvoir, on va dire, générer de nouvelles idées avec l'émergence de l'intelligence artificielle devient naturelle. Donc le prochain défi va être comment la productivité s'améliore, comment la qualité de ce qu'on produit devient naturelle et puis combien la manière dont on contrôle nos opérations aussi s'améliore. Et je pense que la technologie est une réponse à cela. Après, l'homme doit rester au centre. Parlons d'hommes qui ne sont pas mis à côté, mais parlons d'hommes qui deviennent augmentés. D'accord, alors je tiens à remercier Digital Mag pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir avoir ce cadre d'échange, donc c'est une belle tribune. Et puis en tout cas, j'encourage aussi ce type d'initiative, on en a besoin localement. Et c'est surtout cette coloration, parce que comme je dis souvent, la transformation digitale des entreprises est une transformation silencieuse, surtout sous nos cieux. Donc vraiment, tous mes encouragements et toutes mes félicitations au management de Digital Mag et à tous les collaborateurs. Et puis voilà, comme on dit, big up.